Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction de Médien TV. Ce soir, avec notre invité, nous allons aborder le sujet du débat autour de l'abolition de la peine de mort au Maroc. Aujourd'hui, dans notre pays, 74 condamnés, dont 2 femmes attendent dans les couloirs de la mort, même si depuis plus d'un quart de siècle, exactement depuis 1993, date de l'exécution du commissaire Thabet, le Maroc respecte un moratoire de fait sur la peine de mort et n'a plus connu d'exécution capitale. Ces dernières années, le mouvement abolitionniste s'est renforcé avec la création d'une coalition marocaine contre la peine de mort et des réseaux de parlementaires, d'avocats, de journalistes et d'enseignants. Cette année, et à l'occasion de la célébration, il y a eu une dizaine de jours, exactement le 10 octobre dernier, de la journée mondiale contre la peine de mort, une initiative citoyenne impulsée par Driss Liazemi, Mahi Ben Bin, Younes Ajarraï, a rassemblé 37 écrivains et 13 plasticiens autour d'un projet original baptisé Le droit de vivre, avec une exposition au musée d'art et de culture de Marrakech qui se poursuit d'ailleurs jusqu'au 22 février. Un débat, mais aussi avec la publication de ce beau livre intitulé Le droit de vivre, paru aux éditions La Croisée des Chemins. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir ce soir sur notre plateau M. Driss Liazemi, président de la Fondation Agiel pour la protection et la promotion des droits de l'homme. Driss Liazemi, bonsoir et merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci de votre invitation. Alors, Monsieur Liazemi, tout d'abord, comment est née cette initiative et quelle est l'importance d'y intégrer, ou plutôt de la construire autour de la culture à travers des écrivains et des artistes plasticiens? Écoutez, déjà dans ces dernières années, nous avions fait avec Mahi Ben Bin et Younes Ajarraï plusieurs initiatives qui liaient les droits de l'homme, la question des droits de l'homme et la culture, les arts plastiques notamment. Nous avions par exemple en 2014 avec Mahi monté une exposition sur de plasticiens du monde entier pour célébrer le Forum mondial des droits de l'homme et qui s'appelait Résistance déjà à l'époque. Donc il y a une année où nous avons pensé participer à cette mobilisation marocaine contre la peine de mort en intégrant des acteurs qui généralement n'intervenaient pas sur cette question. Il y a, comme vous l'avez rappelé, depuis plusieurs années des mobilisations, des acteurs marocains associatifs qui se sont mobilisés, des parlementaires, des journalistes, des enseignants, comme vous l'avez rappelé. Mais nous voulions élargir cette palette, venir en renfort aux abolitionnistes marocains en intégrant les femmes et les hommes de culture. Et j'espère que d'autres catégories d'hommes et de femmes de culture rejoindront ce combat, cette belle bataille. Oui, vous avez adopté, Monsieur Liazemi, une approche originale. Vous n'êtes pas dans un plaidoyer frontal, mais dans la prise de parole et d'expression libre, toute forme d'expression. Pourquoi vous avez choisi cette approche? Écoutez, si vous voulez, l'idée c'est de dire, contrairement à une idée un peu trop répandue, une partie de l'opinion publique est abolitionniste et ne s'exprime jamais. Et je pense que, vous savez, depuis l'apparition du livre et la tenue de cette exposition, il y a de très nombreux plasticiens et de très nombreux romanciers intellectuels qui nous reprochent de ne pas les avoir associés. Donc, ça veut dire que dans l'opinion, il y a une partie de l'opinion abolitionniste qu'on n'entend jamais. Donc, il fallait lui donner l'occasion. Deuxièmement, les hommes et les femmes de culture sont des gens d'influence, qui influencent autour d'eux. Ils expriment leur point de vue de manière libre par leur création dans ce livre, dans cette exposition, mais en même temps, ils peuvent influencer, toucher, amener à réfléchir d'autres catégories de la population. Si je prends par exemple deux contributions de Mohamed Nedali, le romancier, et de Fadma Etmous, qui est une de nos meilleures sociologues marocaines, eh ben, il nous rappelle que dans la tradition marocaine, dans la tradition amazigh marocaine, il n'y avait pas la peine de mort, il n'y avait pas d'exécution capitale. Le meurtrier était puni autrement. Il était banni du groupe, de la tribu, et il était aussi condamné à réparer, à organiser la réparation auprès de la famille des victimes. Donc ces contributions, ces créations doivent nous amener à réfléchir, à nous interroger pour ceux qui s'interrogent sur la peine de mort. Et ces interrogations chez les non-abolitionnistes sont en partie légitimes. Nous ne voulons pas les rejeter, nous ne voulions pas et nous ne voulons toujours pas les rejeter d'un revers de la main. Nous pensons qu'il faut prendre ces arguments au sérieux et discuter entre nous de manière pluraliste dans la société marocaine.
Justement, en parlant de l'expression libre, dans ce livre des artistes et des écrivains, des plasticiens, il y a des écrits, il y a des poèmes, il y a des sculptures, il y a des tableaux, il y a un peu de tout. Écoutez, l'idée, c'est vraiment la seule commande qu'on a fait aux créateurs, à ceux et celles qui ont participé, c'est de dire quel est leur point de vue sur une question qui est une question, son jeu de mots, capitale, essentielle, centrale, parce qu'elle dit ce que nous pensons de la vie, ce que nous pensons aussi parfois de situations qui sont très, très difficiles. Nous sommes tous des parents, nous avons tous des enfants, des petits-enfants, nous avons des gens que nous chérissons. Et il nous est absolument difficile, pratiquement inimaginable, de penser à elles comme victimes, potentielles, éventuelles. Donc, nous prenons au sérieux le débat sur la peine de mort. Nous voulons arriver vers l'abolition en respectant la diversité des points de vue, mais en discutant, pas en nous taisant, en parlant, en échangeant des arguments aussi rationnels que possible. Et la culture peut amener à la raison. La culture, c'est le sentiment, c'est la réaction un peu de l'émotion, mais c'est en même temps aller vers la raison. Nous vivons aujourd'hui, messieurs les amis, au Maroc un véritable paradoxe. D'un côté, nous sommes abolitionnistes de facto, puisqu'il n'y a pas eu d'exécution depuis 28 ans, et de l'autre côté, nos tribunaux continuent de condamner des prévenus à la peine capitale et d'envoyer grossir les rangs des détenus dans les couloirs de la mort, qui vivent dans la hantise d'être exécutés à tout moment. La torture des personnes qui sont dans les couloirs de la mort et celle de leur famille est d'une grande violence. Mais écoutez, vous avez utilisé le mot qu'il faut, le terme de torture. Lorsque, il faut imaginer qu'il y a des gens qui attendent des années en permanence, 24 heures sur 24, l'éventualité de l'exécution de la peine capitale. Et en même temps, depuis 1993, et c'est une reconnaissance, plus personne pratiquement, en tout cas au niveau des responsables officiels, ne demande qu'on reprenne les exécutions. C'est-à-dire que nous reconnaissons l'horreur de l'exécution, l'horreur de l'exécution de la peine capitale. Et en même temps, la peine capitale continue à être dans notre code pénal, alors que les projets de code pénal qui ont été élaborés ces dernières années réduisent de manière drastique le nombre de crimes passibles de la peine de mort. C'est-à-dire que même parmi les acteurs politiques qui sont pour le maintien de la peine capitale, ils reconnaissent qu'il y a des crimes qui étaient hier passibles de la peine capitale, où des personnes ont été exécutées, ne doivent plus l'être aujourd'hui, ne pourraient plus l'être aujourd'hui. Donc, il y a véritablement une évolution, mais en même temps, on est un peu bloqué. Un des reproches, si vous me permettez, aux deux anciens gouvernements, de mon point de vue, c'est le fait de ne pas avoir fait avancer la réforme du code pénal. Et c'est fondamental, et j'espère que le gouvernement qui va être investi prochainement par le Parlement veillera à accélérer l'adoption du nouveau code pénal que tous les citoyens marocains attendent. Donc nous sommes dans une situation paradoxale de moratoire de fait, où nous prononçons encore des peines capitales pratiquement tous les mois. Et au niveau de l'Assemblée générale des Nations unies, vous savez que chaque année, au mois de décembre, l'Assemblée générale des Nations unies vote sur une résolution qui n'est pas contraignante. C'est un appel à un moratoire universel sur la peine capitale. Et bien le Maroc, qui pourtant applique ce moratoire, ne vote pas en faveur de cette résolution, ce que nous regrettons. Comme ancien président du Conseil national des droits de l'homme, j'avais demandé à ce que le gouvernement marocain vote cette résolution. Madame Bouayesh, l'actuelle présidente du CNDH, là encore, elle aussi l'a demandé, le demande publiquement. J'espère que nous aurons un signe cette année. Et le dernier élément de ce paradoxe, si vous voulez, c'est que Sa Majesté le Roi a appelé à approfondir le débat. En 2014, justement. Dans le message qu'il avait fait au Forum mondial des droits de l'homme, il avait demandé clairement, explicitement, à ce que le débat soit élargi, continu. Il avait salué le débat existant, il avait demandé à ce qu'il se poursuive, et j'espère que nous le continuerons et que nous l'approfondirons. Justement, là, vous entamez sur ma prochaine question, c'était où on est aujourd'hui, justement, ce débat sur l'abolition de la peine de mort. Beaucoup de choses se sont passées ces 10 ou 15 dernières années, notamment avec la Constitution de 2011 et son article 20 qui stipule que le droit à la vie est le premier de tous les droits
humain. Et puis en 2014, vous venez de le dire, Monsieur Liezami, le roi Mohamed VI a encouragé le débat public sur l'abolition lors de son adresse au Forum mondial sur les droits de l'homme tenu à Marrakech. Qu'est-ce qui bloque le Maroc aujourd'hui pour franchir ce dernier pas vers l'abolition officielle de la peine de mort? Où est-ce que ça bloque, à votre avis? Écoutez, je pense qu'il y a, si vous voulez, il y a certains moments, certaines émotions populaires qui peuvent peut-être faire peur à des acteurs politiques. Et aussi parfois, à mon avis, le manque de courage de certains acteurs politiques, ou parfois la vision un peu idéologique qu'ils ont, qui est une vision. Un des arguments qui revient le plus souvent, c'est l'argument religieux invoqué, bien évidemment. Alors que, par essence, l'islam est un effort permanent d'interprétation et de réinterprétation. Ce que nous appelons dans notre grande tradition l'ijtihad, l'effort personnel de lecture des textes et de relecture des textes pour nous adapter à ce qui est aux évolutions de la société. Mais en même temps, il y a aussi peut-être parfois la léthargie aussi des acteurs sociaux. Et la réforme ne peut pas simplement venir d'en haut. La réforme est toujours, dans toutes les sociétés, la résultante d'une volonté politique, comme on dit, mais en même temps de mouvements et d'évolution de la société. Et donc il faut peut-être que les abolitionnistes s'expriment plus. Il faudrait peut-être aussi que, comme vous le faites ce soir, que les médias consacrent plus de moments, de réflexion, de connaissance, par exemple, de dire des choses simples. Dans toutes les sociétés qui ont aboli, madame, toutes les sociétés qui ont aboli, les crimes ont baissé. On se serait attendu à l'inverse, bien évidemment. Mais en fait, non. Toutes les études le démontrent. Toutes les études le démontrent. Et on pourrait faire des dizaines de reportages, d'études, d'articles qui le démontrent dans toutes les sociétés. Les personnes qui sont dans le couloir de la mort sont des personnes pauvres, parmi les plus pauvres des sociétés, ont été mal défendues au moment de leur jugement, et une partie de ces personnes sont d'anciennes victimes qui ont souffert des crimes les plus horribles qu'ils ont commis. Par exemple, l'inceste, le viol d'enfants mineurs. Une partie de ces personnes condamnées ont été d'anciennes victimes. Bien, c'est des gens avec des pulsions, parfois maladives, qu'il faut peut-être traiter ou soigner, et que la peine de mort n'arrêterait pas ou nous découragerait pas parce que... Fondamentalement, vous soulevez aussi une question fondamentale qui est le statut de la maladie mentale dans toutes les sociétés, bien évidemment, qui est toujours une dimension cachée, marginale des politiques de santé. Et vous avez raison, les personnes qui ont commis ces crimes, des crimes horribles, doivent être soignées et non pas condamnées. Et de toute façon, comme je vous l'ai dit, dans aucune société, le maintien de la peine de mort n'a annulé, éliminé le crime et les crimes les plus horribles. En ce qui concerne, Monsieur Liezami, les peines alternatives, nous allons y revenir plus tard, mais là, comme on parle de pulsion, il y a des pays qui adoptent, les États-Unis ou d'autres, pour les violeurs en série ou pour les pédophiles, qui finissent souvent par tuer leurs enfants pour cacher, la castration chimique. Est-ce que ce genre d'alternative pour vous vous semble moins barbare sérieusement, ou un moindre mal? C'est une question un peu difficile, en tout cas de mon point de vue, parce que, je n'ai pas les compétences et les connaissances techniques et scientifiques pour mettre un contenu réel derrière les termes comme castration chimique, etc. Je pense que, vous savez, depuis maintenant plus de 5 siècles, le livre fondateur de la pensée anti-torture, c'est un philosophe italien qui avait fait ce livre qui s'appelle « Des peines et des délits », et qui avait déjà dit, il y a plus de 5 siècles, que l'objectif de la prison, de la peine, doit être la réinsertion dans la société. Et de mon point de vue, l'objectif doit être de réinsérer dans la société les criminels, bien évidemment, une fois qu'ils ont payé leur dette à la société, une fois qu'ils ont été préparés à la réinsertion dans la société. Et de mon point de vue, il faut réinsérer des gens non amoindris. Et donc c'est ça un peu Bon, vous me direz que c'est un peu très théorique, mais l'idée c'est on doit travailler à réinsérer le détenu après qu'il ait payé sa dette à la société et avoir tout fait pour qu'il soit réhabilité pour être un acteur de la société.
Comme dans beaucoup de pays dans le monde, il y a des abolitionnistes, mais il y a aussi ceux qui sont pour le maintien de la peine capitale et pour son application. Et leurs revendications réapparaissent souvent avec virulence le lendemain de crimes barbares ou scabreux comme le viol ou l'assassinat d'enfants. Nous l'avons vécu justement l'année dernière à Tanger avec le petit Adnan. Nous avons tous suivi le tollé sur les réseaux sociaux et dans la rue, mais aussi parmi certaines personnes favorables au moratoire au départ. Le verdict est tombé, la peine capitale a été prononcée, et pour une grande partie de la société, submergée par une immense vague d'émotions, la justice a été rendue. Comment peut-on convaincre aujourd'hui ces franges de la population et les personnes touchées dans leur chair que la justice peut être rendue autrement qu'avec un meurtre légal? Quel argument peut-on avancer à ces gens? Et là, la première réaction, à mon avis, doit être d'une solidarité plus manifeste, plus grande avec les victimes et leurs familles. Je pense que nous, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, nous sommes tous des parents et des grands-parents. Et cette idée que nos proches, ceux que nous aimons le plus, en fait, et qui sont les enfants, les plus fragiles, les plus vulnérables, soient d'éventuelles victimes, c'est une idée insupportable. Donc, il faut être solidaire des victimes et de leurs familles et qui ont droit à notre compassion, à notre solidarité et à la réparation. Mais il faut que nous arrivions à discuter et à dire que d'aucune manière, le crime que nous commettrions en exécutant le coupable ne va rendre la personne disparue. Cette idée, si vous voulez, qui est insupportable, et je le répète, d'être séparé de son proche, de l'enfant mineur, son proche qu'on aime, qu'on adore, est une idée très, très, très difficilement supportable. Mais en même temps, la mort, l'exécution ne peut pas rendre. Et nous devons combattre cette idée de vengeance. Je pense que personne d'entre nous n'imagine être tortionnaire. Parce qu'on pourrait imaginer qu'une des peines, c'est qu'on permette à la famille de la victime de torturer le coupable. Personne ne peut accepter cette idée, ne peut l'imaginer. Ne peut s'imaginer en train de torturer le coupable. Et donc c'est ça, à mon avis, ce qu'il faut penser. Il faut que nous trouvions des alternatives, comme nos ancêtres à Mazir les ont trouvées, qui peuvent être de diverses manières, mais en aucun cas cette idée de torturer, de tuer, de sang-froid, et d'être comme le criminel, d'être au même niveau que le criminel. D'ailleurs, dans d'autres pays, les États-Unis pour ne pas les citer, il y a la possibilité d'assister à l'exécution il y a des gens qui ont assisté à l'exécution du meurtrier d'un de leurs proches et qui en sont sortis encore plus malades. Ça ne les a pas guéris, ça ne les a pas soulagés, mais ils s'en sont rendus compte après que... Bien sûr, une fois que le crime a été commis, une fois que l'irréparable a été commis. Parce que ce qui est un des arguments les plus courants et les plus évidents contre la peine de mort aussi, c'est le fait de l'erreur humaine. Vous parlez des États-Unis, une exécution capitale sur 7 ou 8 est le résultat d'une erreur judiciaire manifeste. Alors cela nous amène, quand on a parlé, M. Liezemi, d'autres solutions, d'autres alternatives. Au Maroc, il n'existe quasiment que l'incarcération, qui demeure, c'est un véritable problème. L'incarcération, la seule solution, même pour les délits les plus mineurs, et puis il y a les détentions provisoires. Parfois, il y a des mineurs qui sont en détention provisoire et on en fait parfois, ce sont des criminels en devenir. Ils sortent mieux formés, c'est un petit passage plus aguerri. Quelle alternative peut-on... Si vous voulez, déjà en 2012, nous avions publié, le Conseil national des droits de l'homme avait publié à l'époque le premier rapport sur les prisons. Et déjà, nous avions constaté que la surpopulation, qui était déjà à l'époque déjà évidente, et deuxièmement, le fait que les personnes en détention provisoire constituent pratiquement la moitié des détenus. Ces proportions n'ont pas changé, malgré les grâces royales qui ont été parfois significatives, qui ont touché certaines années des milliers de personnes. Donc, justement, c'était un geste de compassion et en même temps un geste de réforme pour essayer de baisser la pression pour permettre de réformer les prisons. Les faits sont là, sont pérennes. Et l'incarcération nourrit la surpopulation, qui elle-même
est l'occasion et à l'origine de nombreuses violations des droits. Donc il faut d'évidence une politique radicale de peine alternative. Il y a eu des rapports sur cette question, avec des dizaines de propositions. Vous imaginez qu'aujourd'hui, on peut être détenu pour un chèque sans provision, pour un crime comme pour un chèque sans provision. Vous avez souligné le fait que les prisons dans notre pays, comme dans tous les pays du monde, si elles ne sont pas accompagnées de politiques de réhabilitation, de rééducation, peuvent aguerrir, peuvent entraîner au crime. Et donc, il faut absolument avoir une politique alternative. Le code pénal marocain, le projet de code pénal marocain avait intégré une série de propositions en matière de peine alternative. Et c'est pour ça qu'il faut accélérer l'adoption du code pénal. Justement, il y a le code pénal, mais nous sommes aussi, les amis, à quelques mois du nouveau vote pour le moratoire au mois de décembre, vous l'avez dit, contre la peine de mort au sein de l'ONU. Donc d'ici la fin 2021. Le Maroc n'a pas encore voté en faveur de la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies appelant à un moratoire sur la suppression de l'exécution de la peine de mort. Dans la perspective de son abolition, il n'a pas adhéré non plus au deuxième protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort. Il y a une semaine, la présidente du CNDH, que vous avez déjà présidé, Amina Bouayesh, a déclaré que le Maroc s'oriente vers l'abolition officielle de la peine de mort. Partagez-vous, Monsieur Liazemi, son optimisme? Écoutez, j'ai envie de le partager. Mais en même temps, si vous voulez, je suis pour reprendre le titre d'un roman d'un grand écrivain palestinien, Emile Habibi, qui avait fait un livre en arabe qui s'appelait le Mutasha'il et qu'on a traduit par l'optimiste. Donc, je suis optimiste et pessimiste en même temps. Ce qui me pousse à l'optimisme, c'est le fait que M. Wahbi, qui est ministre de la Justice dans le nouveau gouvernement, a exprimé clairement son approbation de l'abolition. Donc, j'espère qu'il pourra le faire, qu'il pourra convaincre peut-être d'autres collègues à lui qui sont moins abolitionnistes. En tout cas, si vous voulez, la moindre des choses, c'est que nous puissions, les uns et les autres, amplifier ce débat, le continuer, le poursuivre. Et véritablement, ce soir, l'occasion nous est donnée d'en débattre et j'espère que ces occasions se multiplieront. Il faut que nous parlions. La dynamique, nous sommes sur une poussée positive, d'où probablement l'optimisme de Mme Bouayesh. Et j'espère pouvoir fêter avec elle et avec tous les Marocains bientôt, d'abord, le vote pour le moratoire et l'abolition. Merci beaucoup, Monsieur Liazemi, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le président du CCME, mais que vous êtes aujourd'hui ici en tant que président de la Fondation SGL pour la protection et la promotion des droits de l'homme. Merci. Merci de votre invitation. Merci. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur Média TV.